Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu l'interview qu'il y a eu dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump. Regardons déjà un petit peu les postures des deux hommes. On voit bien que Trump est le mâle dominant qui dicte sa loi, et on voit bien Zelensky qui est en retrait, qui essaye de se défendre comme il peut, enfin défendre ses intérêts et peut-être un petit peu les intérêts de son pays par la même occasion, mais lui son but c'est de rester au pouvoir. Trump, son but c'est que la guerre s'arrête, et donc voilà, c'est assez simple. La discussion entre les deux hommes, je dirais même entre les trois hommes, car on a eu J.D. Vance qui est intervenu. J.D. Vance, qui est un homme que j'aime bien, qui parle très bien, notamment lors de son discours, qui a remis les Européens à sa place. Et quand je dis les Européens, je parle pas du peuple, je parle des politiques. Enfin bref. Cette discussion a tourné vinaigre, a tourné court, et puis on a raccompagné Zelensky par la porte de service, dirais-je, et puis voilà, casse-toi, tu veux pas la paix, retourne chez toi. Donc globalement, là ici on n'est pas, vous le savez, pour faire de la politique. Moi je regarde, je constate, et tout ce qu'on voit, c'est que Trump a eu pas mal de petites paroles du genre tu manques de respect au bureau ovale aux États-Unis, tu veux pas la paix, etc. Et puis les conditions en fait sous-jacentes, on n'en parle pas là dans cette petite interview, mais c'est des terres rares. Donc les terres rares que Trump voudrait ramasser pour pas cher, et sans pour autant donner des garanties de sécurité. Et on a vu aussi que Trump s'est comporté pareillement vis-à-vis des semi-conducteurs, donc vis-à-vis de Taïwan. Et on voit bien que les États-Unis, en fait, sont les gendarmes du monde peut-être, mais quand problème il y a et que les problèmes durent trop longtemps, on voit bien que les États-Unis, on peut pas compter sur eux, et quand on compte sur eux, de toute façon, ils nous présentent l'addition, et il faut payer au final, puisque les États-Unis veulent se faire rembourser. Donc c'est 360 milliards, et je dirais que c'est bien normal. Cependant, nous, voilà, on va essayer de voir un petit peu quelles vont être les répercussions sur la bourse, puisque nous, c'est ça qui nous intéresse principalement. Donc regardons à présent les graphiques, et voilà, que va-t-il se passer à présent par rapport un petit peu à la redéfinition un petit peu des accords qu'il y avait entre les États-Unis et on va dire même l'Europe, car je pense que l'Europe va devoir se poser des questions, peut-être se réarmer, puisqu'elle ne peut pas vraiment compter sur les États-Unis pour sa défense. Donc tout le narratif concernant tout ça va certainement évoluer, changer, et les investissements, eux aussi vont aller se recentrer très certainement sur justement par exemple le domaine de l'armement, et d'ailleurs ça a déjà été des choses qui ont été faites finalement, puisqu'on a vu pas mal de sociétés dans la défense qui avaient déjà pas mal monté, donc tout ça a déjà été anticipé. Regardons le Bitcoin. On voit que le Bitcoin, rappelez-vous, ici, nous, on avait vendu, bien que nos objectifs étaient beaucoup plus hauts, mais on voyait qu'il y avait un Bitcoin qui était très coiffé. Signal de vente, moyenne de jour, 12 jours, ça a latéralisé, petit signal d'achat très faible, très violent signal de vente avec une pente très pentue. Donc évidemment, quand c'est comme ça, je vais vous mettre les bandes Bollinger
et bien vous voyez qu'on a vu 1, 2, 3, 4 et même 5 sorties de Bollinger, et là on réintègre, mais on réintègre d'une manière timide. Et quand on regarde le Kumo sur Ichimoku, on voit qu'on est complètement vendeur sur Ichimoku. On est donc vendeur sur la moyenne de 12. On voit qu'on a défoncé toutes les bandes Bollinger. Donc on y revient, mais mais la bande Bollinger, elle s'est complètement écartée, elle n'a plus d'effet. Si on mettait tous les systèmes, j'en vois pas un moi qui serait à l'achat, mis à part le doigt mouillé en se disant le Bitcoin ça va remonter, c'est obligatoire, c'est la nouvelle monnaie du monde, etc. Le narratif habituel qui fait que tous ceux qui font de la DCA là sur le Bitcoin en ce moment, ils souffrent. Nous, eh bien nous, on est content d'avoir pris nos bénéfices. Alors après, on n'est pas content que le Bitcoin baisse pour ceux qui en ont. Hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous, par rapport à notre position, on est satisfait d'avoir pris les bonnes décisions d'une part. Et voilà où pourrait aller donc cette crypto-monnaie. Je vous avais parlé de cette zone ici. On y a presque été dans cette baisse-là qui a été vertigineuse. On a cependant cassé la clôture là de ce point-là et l'ouverture de ce point-là. Donc je pense que ça a été fragilisé. On devrait certainement aller voir les 76 430 $, à mon avis. C'est quelque chose qui devrait se faire au minimum. Alors, rien de plus sur cette crypto-monnaie, sur l'ETH qui est elle aussi très fragilisée. Quand on avait cassé ce trend, ici, on avait une VIT de hausse qui était tout simplement un rebond technique. Tac, 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 on a recassé, puis boum, on est parti complètement à la cave. Nous, on avait stoppé, c'était ici qu'on avait stoppé à ce moment-là sur ce trend jaune, et a fortiori, on avait aussi stoppé sur les bitcoins. On avait complètement soldé nos positions sur les crypto-monnaies. On avait gardé que du CKB. Et on a gardé, c'était une petite pause de rien du tout, de 192, je crois, dollars, que nous conserverons simplement pour avoir un compte Binance prêt à être eh bien utilisé au cas où on reviendrait sur les crypto-monnaies. Donc voilà, en tout cas, pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le bureau ovale, visiblement, les cryptos, elles ne servent pas de refuge actuellement, et donc on est plutôt aussi dans une configuration où eh bien on doit s'apprêter à passer dans une économie de fin de guerre, en tout cas pour l'Europe, pour employer les mots à Macron, soi-disant on était en économie de guerre, et tout ça pose question. Est-ce que l'Europe va se substituer aux États-Unis pour raquer, les amis, au détriment de nos retraites, bien sûr, et de notre pouvoir d'achat à nous, Français? Eh bien, j'ai bien peur que vous savez que moi, là, la réponse. Mais allons voir sur les marchés ce qu'il se passe sur le CAC 40. Eh bien, on voit que on a eu une petite correction, mais le CAC 40, eh bien, il a cette petite phase haussière qui a bien fonctionné sur ce double bottom. Nous avions gardé toutes nos positions sur les valeurs françaises à l'époque où on avait dissous l'Assemblée. Vous voyez qu'il faut savoir patienter, les amis, pour retrouver ses cours, et peut-être que ce mouvement haussier n'est pas terminé. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous conservons nos positions car nous sommes sur des valeurs, on ira voir nos valeurs tout à l'heure, qui sont relativement défensives pour la plupart. Le Nasdaq,
Lui, il s'est repris vendredi, mais encore une fois, c'est comme le Bitcoin, hein, on est tout simplement dans un rebond technique. Moi, je vois pas de signaux d'achat, hein, sur le Nasdaq. Si on regarde Ichimoku, on a cassé, hein, donc sur Ichimoku, c'est vendeur. Nos algos, nous on a des algos qui calculent les indices, c'est donc aussi vendeur. Vous voyez que on a simplement réintégrer la bande Bollinger. Encore une fois, on a la même configuration, hein, sur Ichimoku, sur la bande Bollinger, la moyenne de jours, 12 jours, que sur le Bitcoin. Et donc tout ça est plutôt négatif. Sur le S&P 500, eh bien, on a la même configuration. On peut remettre Ichimoku et vous voyez qu'on a cassé, mais qu'on a réintégré, mais on a réintégré là. Sur le S&P 500 à la clôture, mais on n'a pas une bougie qui se détache. Donc va-t-on repartir à la hausse ou va-t-on repasser sous le Kumo, hein, de Ichimoku? L'avenir nous le dira, mais c'est plutôt négatif, hein. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Nos algorithmes à nous sont vendeurs. Et donc, si vous regardez la bande Bollinger, on a la même configuration. On avait eu des sorties de Bollinger, on réintègre, et la bande Bollinger, elle s'écarte, et donc pour moi, hein, eh bien le S&P 500, le Nasdaq, le Bitcoin, tout ça c'est vendeur. Sur l'or, les amis, sur l'or, eh bien c'est passé vendeur, hein, sur notre moyenne 2 jours, 12 jours. C'est par contre là un peu normal aussi, puisqu'on a eu une très très forte hausse, hein, sur cette sortie de diamant. Nous avons là une configuration où eh bien nous heurtons à des très fortes résistances. Il y avait cette résistance jaune qui est une résistance interne à ma façon de travailler, hein, que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Vous avez cette résistance là qui était le haut du canal haussier sur l'or, et là visiblement, eh bien on l'a un petit peu cassotté, hein, on a du mal à aller plus haut, et donc quand on peut plus aller plus haut, que fait le marché? Il repart plus bas, beaucoup plus bas, pour reprendre la force, pour revenir casser peut-être. Pour l'instant, en tout cas, sur l'or, c'est plutôt négatif, hein, on n'achètera plus dans la configuration actuelle. On peut toujours regarder les mines, hein, les amis, mais si possible, n'achetez pas à contre-tendance du sous-jacent qui est l'or. Eh bien, les amis, pour l'instant, on s'assoit sur ses mains, hein, on n'achète plus de mine d'or non plus, puisque pour l'instant on est dans une configuration plutôt baissière sur le prix de l'once d'or. Sur le Brent, c'est pareil, c'est baissier, on est toujours croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici à la vente. Là on a un petit retracement haussier là qu'on a eu jeudi, mais vendredi, eh bien, le Brent redonne du terrain, puisqu'on a redonné plus de 1% à la clôture. Et donc voilà, sur les valeurs pétrolières comme sur le Brent, eh bien on s'abstiendra aussi. Sur l'indice CAC 40, je vous en ai parlé, on était en configuration plutôt haussière. Sur l'or, je vous en ai parlé. Et regardons les valeurs que nous avons en portefeuille, notamment Tesla que nous n'avons plus en portefeuille, mais que nous surveillons bien sûr. À l'image du Bitcoin, hein, nous sommes très très heureux, nous, très satisfaits d'être sortis, hein, de cette valeur. On a pris nos bénéfices, et des gros bénéfices en plus. Cette valeur est toujours baissière, hein, là au moment où je vous parle, même très très baissière. Nous avions acheté Tesla, je vous le rappelle, à 168, à 190, à 245, à 219, et puis à 372, hein, donc l'ensemble de tout ce qui avait été acheté avait donc été relargué, hein, dans cette journée, hein, je crois que c'était le 27 ou 28 décembre, peu importe, hein. Donc on n'a plus de Tesla, on est dans un canal très baissier, et d'ailleurs qu'on a cassé, puisque là je vous ai simplement dessiné une droite de tendance. Mais si l'on souhaite mettre un canal baissier, vous voyez que le canal baissier lui-même, il a été cassé, donc c'est très très baissier, hein, pour une valeur comme Tesla. Vous savez que Tesla, c'est une valeur
qui agit toujours dans l'exagération, hein, que ce soit dans le sens de la hausse ou dans le sens de la baisse. Et là, eh bien, on est dans le sens de la baisse. Est-ce qu'il y a exagération cette fois-ci? Je n'en sais rien, puisque mélanger la politique avec le business, vous voyez que moi, perso, j'essaye de parler le moins souvent de politique sur cette chaîne, parce qu'on a tous des idées différentes. Mais moi, j'essaye d'être objectif et de regarder les décisions politiques et quel impact pourraient avoir ces décisions sur les cours de bourse. Et vous voyez bien que les décisions d'Elon Musk, elles ont l'air d'avoir un impact plutôt négatif sur les cours de bourse. Il y a des gens qui ont des Tesla qui se font tailler leur voiture, par exemple. Il y a des gens qui se sentent obligés aux États-Unis de mettre, en anglais bien sûr, désolé, je ne le savais pas. Pour dire, hein, désolé, je savais pas qu'Elon Musk c'était un con, quoi. En gros, c'est un peu ça qui se dit. Et globalement, ces gens-là, ils ne seront peut-être pas prêts à racheter une Tesla la prochaine fois qu'ils changeront de voiture, hein. Et puis surtout, on a vu les chiffres, hein, de la valeur qui était dernièrement pas très bonne. Les Cybertrucks ont été rappelés, qui ne se vendent plus. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un tag, hein, sur les Cybertrucks qui faisait que si vous aviez la version premium je sais plus, à 20 000 $ de plus, eh bien vous aviez ce petit tag, hein, sur votre voiture, c'était cool. Eh bien Tesla enlève ce tag, hein, des Cybertrucks. Elle abaisse son prix de 20 000 $ de moins. Mais j'imagine que ceux qui ont payé ce petit tag là sur la voiture, 20 000 $, ils doivent l'avoir un petit peu là, hein, si vous voulez, ça doit avoir du mal à passer en travers de la gorge. Enfin bref, la politique commerciale de Tesla me paraît pas bonne du tout à l'heure actuelle, hein. C'est une très bonne valeur, c'est une valeur qui peut peut-être donner de très bons résultats au niveau des robots, dans la robotique, etc. Mais pour l'instant, eh bien, je ne suis pas prêt de revenir sur la valeur, les amis, car on ne regarde pas que les graphiques, on regarde aussi la situation géopolitique, la situation des chiffres que nous donne la société. Et là, le dirigeant de l'entreprise ne me donne pas envie d'acheter la valeur pour l'instant. Nous avons aussi une ligne, par contre, là, que nous avons toujours en portefeuille, que nous avions acheté fort cher, hein, qui est Pernod Ricard. Vous voyez la zone où on avait acheté nous Pernod Ricard, et vous voyez là où nous sommes. Nous n'avions pas appliqué nos préceptes, on va dire, graphiques à l'époque à 100%, car effectivement ces achats-là auraient pu être faits. Par contre, les achats qui sont arrivés après aurait pu être évité. Nous sommes dans un canal baissier, d'ailleurs je vais le dessiner, les amis. Tant qu'il y a des prix, hein, qui sont notés, c'est un petit peu difficile de tracer, puisqu'on ne voit pas toujours les plus hauts, les plus bas, mais on va tracer ça comme ça, les amis, et vous voyez que nous sommes dans un canal baissier. Donc globalement, sur Pernod Ricard, nous ne tenterons plus aucun achat tant que les cours ne seront pas sortis de ce canal baissier. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose importante, c'est qu'on est très chargé sur la valeur, et donc il est hors de question, hein, puisqu'on fait du money management, de charger la barque plus que nécessaire. Donc Pernod Ricard, une valeur qui nous verse du dividende, une valeur qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions de Trump, de qui que ce soit, quoi qu'il arrive, Pernod Ricard restera une très belle valeur, et puis tôt ou tard elle repartira. Donc nous la conservons, et vu les cours où elle se trouve, elle risque pas trop d'aller beaucoup plus bas, et donc en fait c'est une valeur qui va nous servir aussi d'amortisseur si jamais ça se passait mal sur les marchés. Je pense que ça serait une valeur qui baisserait certainement moins que les autres. Maintenant, tout ce qui se passe me conforte à regarder toujours les cours de l'or et aussi donc les minières, car les minières, les cours de l'or vont être moins impactés
peut-être que les valeurs traditionnelles, hein, par rapport, je parle des décisions politiques par rapport à l'Ukraine, etc. Bien que l'or risque d'avoir des petites velléités à la baisse, car elle ne va pas forcément, s'il n'y a plus de guerre, servir de valeur refuge pour certaines personnes. Mais comme les banques centrales du monde entier achètent de l'or à tire-larigot, je pense que voilà, on peut compter sur justement les banques centrales et ne compter que sur elles pour continuer à faire grimper le prix du métal jaune. Donc vous voyez que sur Aura Mineral, on est sur une tendance très haussière. Vous voyez que sur Agnico Eagle Mines, on est toujours dans un canal très haussier. Vous voyez que sur IAM Gold, on est aussi dans un canal très haussier. Kinross qui a publié des très bons résultats, vous êtes dans un canal très haussier. Aya Gold, une valeur qui, elle, vient de casser ce canal très baissier. Et donc là, nous, on est sur Aya Gold. Et sur Aya Gold, on joue le gros rebond. Hein. Donc sur Aya Gold, on ne va pas jouer un rebond de 5 ou 10%. Sur cette valeur, on va jouer vraiment, pourquoi pas le x2. Sur Torex, nous sommes sur un canal très haussier. Sur B2Gold, alors sur B2Gold, on va jouer aussi le rebond, puisque vous voyez qu'on avait cassé ici ce trend orange. Je pense qu'on va aller minimum, on va aller sur ce trend jaune et voir le casser. Donc par rapport au cours actuel, on va peut-être pas faire du x2, mais quand on regarde d'où vient le titre, hein, pourquoi pas. En tout cas, nous jouons B2Gold graphiquement, hein, on attend cette cassure ici. Et puis voilà, si on fait ne serait-ce que 50 ou 70% sur cette valeur, ça sera déjà pas mal. Sur Minerals, là par contre, très joli graphique, hein, comme vous avez pu le voir. On a une configuration qui est toujours, hein, je ne l'ai pas tracé, mais on va le tracer. On est dans un canal très haussier, hein. Vous voyez que là, c'est une valeur qui a le vent en poupe. Personnellement, eh bien, je conserve cette valeur car je pense que, pareil, hein, elle va certainement aller encore beaucoup plus haut et je pense que c'est le genre de valeur qui peut doubler, hein, pourquoi pas. Mais nous, on prendra certainement nos bénéfices avant sur cette valeur, mais tout dépendra aussi des prix de l'or, hein, de l'évolution des prix de l'or. Collective Mining, on est sur un canal très haussier, hein, vous voyez qu'on a tout cassé, hein, mes zones à ne pas casser, eh bien, enfin, pour nous qui étaient à casser, tout a été cassé, on a même un petit peu retracé et cassé d'ailleurs ce trend orange par le bas, mais on est toujours dans ce canal haussier, donc vous voyez qu'on est toujours très acheteur sur l'or. Sur Barrick, c'est une valeur qui a cassé ici son canal baissier. On la conservera là-dessus, on fera pas du 100%, hein, mais si on fait du 25-30%, eh ben ça sera cool. On a une valeur qui est très solide, mais voilà, pour gagner plus d'argent, hein, sur les mines d'or, faut plutôt jouer les petites et moyennes. Alors après, on a joué pas mal de valeurs qui versent des gros dividendes aussi, comme Gulf Keystone. On a des valeurs comme Pfizer qui verse un dividende trimestriel qui nous sert aussi pour toujours réinvestir dans d'autres valeurs, mais aussi pour diversifier, car on a besoin de se diversifier. Sur Google, eh bien, vous voyez qu'on avait cassé ce canal haussier, et là on a eu vraiment une descente aux enfers sur Google, là, puisqu'elle est sur ce signal de vente qu'on n'avait pas fait nous, hein, 187 $, on est à 172 $, hein, donc elle a pas mal baissé, mais comme c'est une valeur qu'on souhaite vraiment avoir en fond de portefeuille, mais que finalement on finira par rester sur des lignes somme toute petites, hein, sur Google, car on voit ici ou là, hein, que de plus en plus les gens, au lieu de faire des requêtes sur les moteurs de recherche traditionnels, ils utilisent l'intelligence artificielle pour avoir des réponses.
et plus on utilisera l'intelligence artificielle, et bien moins Google sera amené à vendre de la publicité, car vous voyez, quand vous faites une requête, on vous met de la pub devant les yeux. Le robot, l'intelligence artificielle, quand elle va vous donner des réponses, elle va chercher ça aussi sur Google, sur tout ce qu'elle peut, mais elle ne lit pas les pubs. À terme, ça nuira très certainement aux valeurs comme Google, mais Google est aussi dans l'intelligence artificielle. Donc les amis, pour l'instant je suis un peu partagé, je reste encore sur mes positions Google, mais je ne ferai pas feu comme il y a quelques mois à faire grossir cette ligne Google d'une manière très très importante. On va rester avec des positions raisonnables donc sur Google. On surveille tout un tas de titres, les amis, mais vous voyez qu'on est sur des valeurs comme Microsoft, DNOASA, L'Oréal, Realty Income. Donc on est très très bien diversifié. D'ailleurs, on n'a jamais été autant diversifié sur le portefeuille PowerTrade. Et vous voyez que LVMH, on va regarder son graphique. Et vous voyez que LVMH, quand on regarde le graphique, elle est toujours dans son canal haussier. Donc voilà, on a quand même une ligne assez conséquente aussi sur LVMH. Voilà, ce qui forme notre diversification. Sur Total Energy, c'est notre plus grosse ligne. Eh bien, c'est assez sympa là, car nous sommes dans une phase très haussière. On attend vraiment de casser ce haut de canal baissier là. Et puis Total Energy, comme vous avez pu le voir, c'est une valeur qui est notre plus grosse ligne et qui nous verse un dividende trimestriel. Nous, tous ces dividendes trimestriels qui nous tombent, et il n'y a pas que Total Energy, on a des valeurs qui nous versent des très très gros dividendes, comme Hug Autoliner. Par exemple, eh bien, ces dividendes, quand ils tombent, ils s'additionnent avec ceux de Total Energy et ça nous permet d'avoir des stratégies de diversification supplémentaire ou d'investissement dans les valeurs qui, comme par exemple comme Pernod, qui aurait beaucoup baissé et qui aurait pu par exemple casser à un moment donné leur canal baissier, mais aussi sur des valeurs comme Parex qui est une valeur qui verse aussi un très très généreux dividende sur laquelle on est encore peu investi, mais voilà, on attend peut-être un rebond et puis un énième rebond et puis voir cette valeur booster. Rappelez-vous, c'est une valeur que nous avions achetée à 21,76, revendue à 23,76, puis en stratégie on s'est arrêté là pour la racheter à 12,14, revendue à 13,04. Puisqu'on ne sentait pas trop les choses, et puis là on est acheteur à 14, donc on est dans la monnaie là les amis, et voilà, nous on guette les signaux d'achat, puis si on a des dividendes qui font grossir nos liquidités, on reviendra à l'achat sur ce type de valeur. En termes de dividendes, on a aussi Ecopétrol qui est repassée vendeuse là actuellement, qui nous verse des gros dividendes. On a Petrobras, pareil, qui donc a beaucoup baissé là dernièrement. On a recassé ce trend, mais ça n'empêche pas les dividendes de cracher les amis, et nous ces dividendes on les réinvestit. Donc vous voyez que la guerre en Ukraine continue avec les Européens, ou que la guerre s'arrête, ce que moi je souhaite, parce que je vous rappelle que c'est 1 million de morts des deux côtés du front, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens. Pour moi, c'est toujours triste, parce que ce sont des gens qui n'ont rien demandé. On les envoie au front, et puis ils se font tuer voilà, pour des décisions politiques. Et voilà, je pense que Zelensky devrait un petit peu se remettre en question là-dessus, car effectivement, non seulement éviter la troisième guerre mondiale, ça a du sens, mais en même temps, peut-être que d'arrêter d'envoyer ses concitoyens à la boucherie, ça serait bien aussi, sans compter enfin moi je reviens de Pattaya, il y aurait 200 000 Russes et Ukrainiens qui seraient là-bas au soleil en train de se faire bronzer. J'étais dans un endroit où il y avait tous des yachts. Je vous mettrai des images, vous verrez, il y a des yachts de dingue. Et les gars, ils bouffent ensemble, à Pattaya. Ils sont pas à se faire la guerre. Comme quoi, les amis, cette guerre, c'est quand même quelque chose. Et puis Zelensky, il manque de bras maintenant, il manque de chair à canon. Et puis Poutine aussi, donc tout est enfin
je pense, prêts à faire en sorte que la guerre s'arrête. C'est quelque chose que je dis moi depuis le début de cette guerre. Allez voir les premières vidéos que j'ai faites quand cette guerre a éclaté. J'ai toujours dit que cette guerre elle se terminerait à l'avantage des Russes. J'ai sous-estimé le temps que ça aura mis, ça c'est certain. Mais les Russes ont cependant quand même gagné entre 20 et 25% du territoire ukrainien qui pour eux leur appartient. Alors après on va pas refaire l'histoire, mais globalement effectivement les Ukrainiens n'ont pas les mêmes visions que les Russes et comme je le dis souvent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Sur ces bonnes paroles, les amis, donc je vous ferai une vidéo demain concernant le portefeuille PowerTrade, de façon à ce que vous puissiez voir l'évolution de ce portefeuille et puis des autres portefeuilles, car on a d'autres portefeuilles. Portez-vous bien et à demain.